Mais donc, merci de m'avoir invité. Donc, je vais présenter un peu la question de la propriété des logements en Belgique et à Bruxelles. Donc, moi, je suis chercheur à l'IWEB, qui est l'Institut Wallon de l'évaluation et de la prospective et de la statistique. Donc, il y a un centre de recherche publique régional wallon. Et donc, j'ai fait une recherche portant sur les profils des bailleurs et des propriétaires de logements. Et c'est centré surtout sur la Belgique et la Wallonie. Mais ici, j'ai rajouté des chiffres plus sur Bruxelles. Donc, c'est un peu différent. Alors, pourquoi j'ai étudié ça? Pourquoi étudier la propriété de logement? Mais il y a beaucoup de débats autour du logement, hein. Voilà, le BDH en fait partie, évidemment. On parle beaucoup de la question des rénovations énergétiques, des économies d'énergie, de l'accès à la propriété, de la taxation des logements, des loyers, de l'encadrement des loyers. Et en fait, on n'a pas ou très peu d'informations sur la propriété des logements, et en particulier sur le profil des bailleurs. Donc, il y a d'autres infos pour lesquelles on a des informations, même si elles ne sont pas toujours très complètes. On a des infos sur le profil des locataires, des propriétaires occupants. Il y a pas mal de données administratives et d'enquêtes là-dessus. Sur la qualité du logement, même si c'est imparfait, toute une série d'informations, mais sur la propriété des logements, qui possède le parc. On n'a pas d'infos. Donc, moi, j'ai travaillé sur ça. Hugo a travaillé aussi, on a travaillé un peu en même temps. Mais avant ça, il n'y a aucune étude, en fait, en Belgique sur cette question-là. Alors, l'objectif des analyses que j'ai faites, c'est d'apporter un premier éclairage sur vraiment statistique, ben, qui possède le logement, quelles sont les caractéristiques des personnes, etc. Alors, pour ce faire, je me suis basé sur les données du Census 2011. Donc, ce que je vais présenter, c'est les données du Census 2011. Alors, c'est quoi le Census? Ben, jusqu'en 2001, il y avait tous les 10 ans un recensement traditionnel où on allait interroger l'ensemble de la population en Belgique sur toute une série de questions. Depuis 2001, on ne le fait plus parce que ça coûte trop cher. Et donc, on a remplacé, enfin, a remplacé ça par ce qu'on appelle un census, qui n'est pas d'aller demander des questions aux personnes, mais de croiser beaucoup de données administratives pour arriver à avoir un jeu de données exhaustif utilisable à des fins statistiques. Et donc, il y a des croisements qui croisent dans les données du cadastre, du registre national, des données fiscales, de la sécurité sociale, etc., de la banque Carrefour des entreprises, sont assez riches. Mais bon, c'est les données les plus récentes, ça peut paraître un peu vieux, mais en même temps, le census de 2021 n'est pas encore, est encore en cours de finalisation. On aura des premiers résultats normalement début de l'année prochaine. Et donc voilà, au moment où j'ai travaillé, c'était vraiment les données les plus récentes. Alors, peut-être un élément quand même qui est important à savoir, c'est que la définition du logement dans le census, elle est différente de celle du cadastre. Parce que les chercheurs de Stade Bell, en fait, ont créé ce qu'ils appellent des logements virtuels quand ils supposaient, à partir des données du registre national, qu'en fait, il y avait plusieurs ménages qui habitaient dans le même logement du cadastre depuis un certain temps, avec des numéros d'étages ou de boîtes de lettres différents, et donc c'est suffisamment solide pour se dire, en fait, les données du cadastre ne sont pas assez fiables et il faut créer des nouveaux logements. Là, ils ont pris un critère qui était quand même assez strict, c'était il fallait au moins qu'il y ait des numéros d'étages ou de boîtes différents, c'est pas le numéro d'étage ou boîte qui est mentionné, et il faut au moins qu'il y ait pendant un an les personnes qui habitent au même logement, parce que sinon, on peut considérer que c'est juste des déménagements et les personnes, le temps que les gens, le temps que les personnes se domicilient ailleurs, ils sont encore domiciliés à leur ancienne adresse. Bon, ça montre quand même aussi que, d'abord, les chiffres sont pas les mêmes, et que même la division du logement, qui est la base au niveau statistique, sans s'intéresser au logement, mais il n'y a pas d'accord sur c'est quoi, combien il y a de logements à Bruxelles. Il y a des communes, par exemple, je crois que c'était à Saint-Josse, il y a 20% en plus de ménages que de logements, ce qui est assez, quand même, assez étonnant. Donc là, ça montre aussi la faiblesse d'intervention de l'État dans le champ du logement, ce qui est très différent, par exemple, au niveau du marché du travail. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Euh, alors, le plan de présentation, donc je vais 6 points un peu différents. D'abord, je vais parler un peu du type de propriétaire, parce qu'on a des personnes privées, des personnes morales, des sociétés, etc. Puis, il y a une question sur la complexité de la propriété du logement. Est-ce qu'on a finalement beaucoup d'indivisions, beaucoup de logements qui ont plusieurs propriétaires en même temps, des questions de démembrement de propriété, est-ce que c'est fréquent ou pas? Parfois, c'est vu comme étant un frein à la location, et donc c'est peut-être intéressant quand même de voir l'ampleur de ce phénomène. Il y a la question des logements vides. Alors, je mets vides entre guillemets, parce que c'est très vaste. En fait, c'est des logements où personne n'est domicilié. Il y en a beaucoup, mais voilà, qu'est-ce que c'est derrière? C'est compliqué à savoir, mais je voulais quand même en dire un mot. Puis il y a la question plus. Les 3 derniers points sont plus au niveau des bailleurs. Donc, c'est des logements uniquement qui sont mis en location et dont le propriétaire est une personne physique, un particulier. Il y a la question d'abord du lieu de résidence. Mais les gens qui mettent en location des logements à Bruxelles, en Belgique, est-ce qu'ils habitent à Bruxelles? Est-ce qu'ils habitent en Belgique? Est-ce qu'ils habitent proche de leur logement ou pas? Il y a le portefeuille immobilier des bailleurs. Est-ce que c'est des gros propriétaires qui possèdent 100, 200 logements, ou bien est-ce qu'on a des petits propriétaires qui possèdent juste un seul logement? Et puis des caractéristiques socio-économiques. Donc, comme il y a eu des croisements entre pas mal de jeux de données, ben, on a des informations sur les revenus, sur l'âge, sur le statut professionnel, le sexe des personnes, etc. Voilà. Alors, il y a une publication, donc nous, comme on a un centre de recherche publique, tout est en ligne, qui est ici. Bon, il y a plus de focus sur la Wallonie, sur la Belgique, moins sur Bruxelles, même s'il y a quand même des comparaisons entre la Wallonie et les autres régions, donc il y a quand même des chiffres, mais ici, il y a plus, dans la présentation, il y a plus de chiffres spécifiquement en Bruxelles. Ouais.
Voilà. Alors, s'il y a des questions vraiment, il y a un temps de débat après, mais c'est vraiment des questions techniques, vous comprenez vraiment pas ce que je raconte, vous pouvez toujours lever la main et j'explique. Mais si c'est plus des réactions et des discussions, je pense que c'est mieux de les laisser pour la suite. Alors, peut-être le type de propriétaire. Donc là, j'ai juste classé tous les logements tels que définis dans le census. J'ai croisé avec deux variables. D'abord, est-ce que le logement est occupé ou est-ce qu'il est entre guillemets vide? Alors, je mets vraiment des guillemets à vide parce que ça veut dire juste des logements où personne n'est domicilié, mais ça peut être occupé par des ménages qui ne s'y domicilient pas. On peut penser à des sans-papiers, des étudiants, des jeunes qui sont encore domiciliés chez leurs parents. Ça peut être aussi utilisé pour une autre raison. Ça peut être des logements de vacances, des logements mis sur Airbnb, des logements en travaux. Ça peut être aussi des logements qui sont très temporairement inoccupés. Parce qu'on le census, en fait, photographie la situation au 1er janvier 2011, et donc il n'y a pas de critère de durée, quoi. Donc voilà, si le logement était loué en décembre et qu'en février, il y a un nouveau locataire qui arrive et pendant un mois, il n'y a personne dedans, ben, il est considéré comme vide. Et puis l'autre variable, c'est finalement euh, mais qui est le propriétaire? Alors, il y a des questions. Le premier critère, c'est le propriétaire occupant. Là, c'est des personnes en général physiques qui occupent le logement. Et puis, il y a des particuliers, des sociétés immobilières. C'est des sociétés qui sont inscrites à la Banque Carrefour des entreprises comme ayant des activités de location de logements non sociales, explicitement. Les autres sociétés privées, les sociétés qui n'ont pas cela dans la Banque Carrefour. Société de logement social, c'est aussi la Banque Carrefour des entreprises qui détermine en fonction de leur activité si c'est une société de logement social. Les sociétés publiques, ça c'est essentiellement des administrations publiques, qu'elles soient communales ou fédérales, ou des institutions d'enseignement. Il y en a beaucoup à Louvain-la-Neuve, évidemment. Et alors ici, peut-être ce qui est un peu différent par rapport à d'autres éléments, c'est que je me suis centré uniquement sur le droit d'usage, donc qui finalement avait le droit à une pleine propriété ou d'usufruit ou un amphithéâtre, et pas les autres droits comme une nue propriété ou si un bail amphithéotique, en disant mais la personne qui ici est ici comme propriétaire, c'est la personne qui éventuellement perçoit un loyer ou qui peut utiliser le bien, et pas celui jusqu'à la nue propriété, quoi. Mais donc, évidemment, on voit les différences assez importantes entre Belgique et Bruxelles. Bon, c'est des différences qui sont assez générales aussi entre les zones plutôt urbaines, les autres villes wallonnes ou flamandes ressemblent quand même assez bien à Bruxelles, et des zones plus périurbaines ou rurales, où là, il y a évidemment beaucoup moins en fait, de locataires. Donc, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais donc, dans les zones plutôt des campagnes ou autour des villes, on a plutôt beaucoup plus de propriétaires et assez peu de locataires. Euh, voilà, donc là, on a un peu la présentation. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Belgique, il y a évidemment une majorité de propriétaires occupants. C'est moins fort dans les villes, en particulier à Bruxelles, où là, il y en a plus de locataires. Alors, on a aussi beaucoup de logements vides. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait vraiment étonné. En Belgique, on a plus d'un logement sur 10, en fait, qui n'est pas, où personne n'est domicilié. Mais je vous ai dit, ça peut être des cas très différents. À Bruxelles, c'est encore plus, hein, puisqu'on en a beaucoup, en particulier des logements qui ont un propriétaire qui est un particulier. Donc, on a assez peu dans les sociétés de logement social. En général, c'est quand même occupé. Mais pour des propriétaires particuliers, on a quand même beaucoup de logements vides. Mais ça peut être des réalités très différentes. Euh, donc, ça peut être des logements vraiment vides, ça peut être des logements loués à des personnes qui ne se domicilient pas, des secondes résidences, des logements de vacances, des gîtes, des Airbnb, des logements en travaux, des erreurs dans le cadastre aussi, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant sur les données, qu'il y avait des trucs un peu bizarres, où parfois on a un logement avec 500 logements, où en fait il y a une personne qui possède tout le bâtiment avec les 500 logements, et il y a seulement le logement qui l'occupe qui est occupé, les autres sont vides, donc il a probablement qu'il est écrit dans le cadastre 500 alors qu'il y a juste un logement. Alors c'est aussi compliqué, je trouve, voilà, même tant empiriquement que conceptuellement, d'identifier c'est quoi un logement vide, parce que à partir de quand est-ce que c'est vide? Est-ce qu'une maison de vacances où il y a ça fait plus de 6 mois ou plus d'1 an où les personnes n'ont pas été, est-ce que c'est vide ou pas? Si ça fait 20 ans que le logement est en travaux parce que la personne veut rénover elle-même et elle travaille 1 heure par mois, est-ce que c'est vide ou pas? Donc ça, je trouve que c'est pas, parfois conceptuellement, c'est parfois pas facile non plus d'identifier ça, surtout avec les indicateurs qu'on a. Alors aussi un élément qui est marquant, je trouve qu'il y a peu de sociétés privées qui possèdent du logement. Alors c'est un peu moins vrai à Bruxelles, hein, parce qu'on a quand même 5% de sociétés privées, mais en Belgique on est à 3% seulement. Et donc c'est pas finalement le type de propriétaire bailleur, c'est pas des sociétés, c'est beaucoup plus des particuliers. Et là aussi on peut avoir des buts très différents, parce que quand je parle de bailleur, en fait ici on n'a pas identifié le fait que la personne soit bailleur ou pas, est-ce qu'il y avait un contrat de bail, parce que ça on n'a pas l'info, et en plus les données d'enregistrement sont très lacunaires. J'avais travaillé avant sur l'enregistrement des baux. Et en Belgique, on avait à peu près un bail sur deux qui n'était pas enregistré. En plus, on sait quand il commence, mais on ne sait pas quand il termine le bail. Euh, et donc, c'est vraiment, on identifie un logement où il y a un bailleur quand la personne qui occupe le logement, qui est domiciliée, n'est pas propriétaire du logement. Mais ça peut être aussi des cas, c'est pas très fréquent, mais ça existe quand même, de logements qui sont prêtés à des personnes. Ça peut être des logements de fonction ou des logements.
C'est un tunnel, quoi. Ça tient un temps. C'est pas un peu sarcastique, c'est comme ça, je pense. Mais quand tu charges, ça marche. Ah non, pas du tout. Là, je me disais peut-être que Tu tu sais vas. que tu peux charger ton argent. Non, mais il y a des orchestres qui sont Non, non, je pars pas. Tu vois ce que je veux dire? qu'elle est arrivée. Ah, pas quand ils sont occupés. Tu sais que tu peux le prendre. Tu sais qu'il faut. Les filles, oui. Les filles, oui. Ceux-là, ça peut être des bureaux. Oui, c'est ça. Mais ceux-là, normalement, il y a quelqu'un qui est domicilié. Donc, normalement, c'est des logements. Oui. Oui, donc Hugo me faisait une remarque, les logements vides, ça peut être aussi des bureaux, ça peut être aussi d'autres utilisations, puisque ça peut être des logements qui sont renseignés comme logements en cadastre, mais vous, personne. Oui. Allez. Oui, je parlais moins vite. Excusez-moi, je parlais un peu moins vite. Oui, ça va. Désolé, c'est vrai que j'ai parfois l'habitude de parler très vite, mais donc, je disais, il y a peu de sociétés privées qui possèdent du logement. Et alors, ce qui est parfois, enfin, on n'est pas sûr non plus que ce soit des logements qui soient vraiment loués, parce que ça peut être aussi des logements qui sont prêtés. Donc, puisqu'on identifie le fait que ce soit loué quand le propriétaire et l'occupant ne sont pas la même personne, parce qu'on n'utilise pas les données d'enregistrement des baux, parce qu'elles sont tout à fait lacunaires. Il y a à peu près la moitié seulement des baux qui sont enregistrés en Belgique, et c'est encore moins à Bruxelles. Et donc, on considère que c'est loué quand l'occupant n'est pas le propriétaire. Mais ça peut être des logements prêtés à des proches, ou ça peut être des logements de fonction quand c'est des sociétés, par exemple. Voilà. Donc, ça peut être aussi voilà, les sociétés qui possèdent du logement, ça n'est pas nécessairement un but locatif explicite, ça peut être aussi des sociétés, dont je disais du logement de fonction, mais ça peut être aussi des logements qui est acquis en attendant une transformation. Si vous achetez un logement pour après en transformer en commerce ou quoi, ben, il y a des gens qui habitent dedans, il y a encore un bail, ils sont encore là, donc ça peut être des cas comme ça. Alors, j'ai un peu creusé ici, spécialement pour la conférence, quel est un peu le profil de ces 5% de sociétés privées autres, pour voir qui étaient ces sociétés. Et donc, ben, voilà, en général, en termes de profil, de type est-ce que c'est des sociétés qui possèdent beaucoup de logements ou pas, on a plutôt quand même pas mal de logements qu'elles possèdent, puisque on a 40% des logements dont le bailleur est une société privée, qui loue plus de 10 logements, 50% à Bruxelles, mais il n'y en a que 28% qui n'en louent que un ou deux. Ça, c'est plus que d'autres sociétés. Les sociétés explicitement immobilières, en général, c'est vraiment quasiment que des gros ensembles. C'est aussi vrai pour les sociétés de logement social qui ne possèdent pas 3 logements. En général, les logement social possèdent beaucoup de logements. Quand je faisais un ou deux, là, on peut se dire que c'est peut-être là plutôt des logements de fonction ou des choses un peu différentes. Alors, en termes de forme juridique, c'est surtout les sociétés anonymes ou des SPRL. Il y a un peu d'ASBL, pas beaucoup, 10% à peu près, des logements. Alors, chaque fois ici, ce que je dénombre, c'est des logements. Hein. Donc, s'il y a une société qui possède 10 logements, ben, elle est reprise 10 fois. Hein. Donc. Alors, les secteurs d'activité déclarés plus fréquemment sont l'immobilier, mais je disais hors location explicite de logement. On a un tiers de ces 5% à Bruxelles. La construction, on a 8% à Bruxelles. Le commerce, les activités spécialisées, scientifiques et techniques qui sont plutôt du service aux entreprises. La santé et l'action sociale et les banques et assurances. Donc, c'est assez varié. Voilà. Alors, on n'a pas demandé ce qu'il y avait la dernière fois, ce que c'est des sociétés étrangères, etc. Il y a peu de sociétés explicitement étrangères dans les données, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont pas leur siège social en Belgique. Mais après, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a des sociétés, des filiales enfin, qui ont le siège social en Belgique, mais dont l'actionnariat est étranger. Donc là, je n'ai pas d'infos sur qui est actionnaire de la société. Je n'ai pas d'infos sur où est le siège social en Belgique de la société. Ce que je sais juste, c'est est-ce que la société a un siège social en Belgique ou pas. Et la majorité des sociétés qui possèdent un siège social en Belgique. Mais voilà, je pense que les sociétés actives en Belgique, en général, ont moins une filiale en Belgique. Voilà. Alors, maintenant je passe un peu ici au point 2, donc la complexité de la propriété. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'indivisions, etc. En fait, il y a assez peu, en fait. Et ça, c'est vrai en Bruxelles, c'est vrai en Belgique. C'est assez rare, en fait, des situations complexes où il y a plusieurs propriétaires qui se partagent un logement, etc. À Bruxelles, on a 91% des logements qui n'ont qu'un seul ménage propriétaire. Donc, parfois, ça peut être un couple qui possède ensemble un logement, mais donc là, j'ai considéré que c'était comme si c'était une seule personne. Et alors, les logements loués par des particuliers, il n'y en a que 17% qui sont en indivision entre des ménages différents et 10% qui sont en démembrement, donc avec des histoires de nue propriété et d'usufruit. Et alors, souvent, ces deux situations se combinent, probablement liées à un héritage. On peut imaginer que un homme meurt et puis c'est sa veuve qui hérite de l'usufruit et les enfants se partagent la nue propriété. Voilà. Alors, on parle parfois de la complexité de la propriété comme un frein à la location. Bon, ça semble pas être un frein total, hein, puisque quand même la majorité des logements, même qui ont une complexité complexe, sont quand même loués.
Donc, même si, voilà, peut-être que c'est quand même un frein un peu, mais c'est vraiment pas ça qui explique qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment un blocage complet. Et alors, la copropriété, c'est un autre élément qui était parfois intéressant à pointer, surtout pour les questions de rénovation. Parfois, on dit il y a des conflits en termes de copropriétaires. Celui qui habite en dessous du toit voudrait qu'on rénove le toit, les autres ne voudraient pas, parce que ça coûte cher et tout. On se rend compte que bon, c'est très variable entre régions, évidemment. Donc, il y a beaucoup plus à Bruxelles, puisqu'il y a 47% des logements qui sont en copropriété. Bon, ce n'est pas non plus la majorité, hein. Alors qu'en Flandre et Wallonie, il y en a beaucoup moins, mais en Flandre et Wallonie, il y a beaucoup plus de logements individuels aussi, hein. Donc là, par définition, ils ne sont pas en copropriété. Euh, alors aussi, la copropriété, souvent, c'est aussi une location. Donc, quand on dit, voilà, c'est le problème pour la rénovation, mais la location, ça crée aussi une divergence d'intérêt entre le locataire et le propriétaire. Mais le locataire aimerait bien que ce soit isolé, mais n'a pas envie de payer un loyer plus élevé. Le propriétaire n'a pas envie de payer parce que parce qu'il ne va pas bénéficier des réductions, ou bien il va augmenter le loyer. Donc, voilà, ça crée aussi enfin, ça crée aussi des divergences d'intérêts qui sont souvent combinées avec la copropriété. Voilà. L'avantage aussi qu'il y ait peu de propriétés complexes, c'est plus d'un point de vue méthodologique dans mes analyses, c'est que ça posait moins de problèmes pour identifier, par exemple, qui était le propriétaire en termes de taille d'âge, en termes de diplôme, etc., puisque dans la plupart des cas, c'est juste une personne. Alors, les logements vides, ben voilà, c'est très difficile à interpréter quelle est cette réalité. On en a beaucoup. Bon, ils sont vraiment vides, entre guillemets. Quand je disais, ce pas nécessairement des logements qui ne sont pas utilisés, ce pas nécessairement des logements qui sont facilement mobilisables pour le logement, pour l'utilisation. Ben, ce qu'on observe, c'est quand même il y a certains types, à regarder des cartes, par exemple, on voit qu'il y a quand même beaucoup de logements dans les zones touristiques en Belgique, que ce soit la côte ou les Ardennes. La proportion de logements vides avec un propriétaire particulier est très élevée dans ces zones-là. Donc là, probablement que c'est des deuxièmes résidences ou des maisons de vacances ou des logements de gîtes, etc. Euh, on en voit aussi beaucoup dans les zones un peu universitaires. On va Louvain-la-Neuve ici, Leuven. Louvain-la-Neuve ressort dans Brabant-Wallon un peu. Donc là, c'est probablement aussi des gens qui se domicilient pas, que ce soit des étudiants ou des jeunes qui viennent de terminer leurs études. Alors par contre, en termes de fréquence, la carte est un peu différente, surtout plutôt dans la Wallonie. Finalement, on observe beaucoup, une proportion assez importante de logements. Vous voyez ici? Non. Oui, des logements vides dans les zones plus des Ardennes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de logements là, de manière générale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ménages, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et donc, on a quand même, d'un point de vue numérique, on en a quand même beaucoup dans les villes, en fait. Euh, voilà. Et comme je disais, ça peut être des éléments assez différents. On a une spécificité à la côte belge, où là, on a plus de sociétés privées qui sont actives. Ce qu'on a moins dans les Ardennes. Voilà. Peut-être que l'immobilier de vacances est loué par des sociétés là-bas. Alors, le lieu de résidence des bailleurs, donc où est-ce qu'ils habitent? Alors ici, ben, pour la Belgique et pour les 4 régions, ben, où habite le bailleur? Quand il y a plusieurs bailleurs, ici, c'est pas très fréquent, mais je pense qu'il habite le plus près. Le plus près, c'est habiter dans le même bâtiment, donc c'est un bailleur qui habite dans le même bâtiment que le logement qu'il met en location. Après, ça peut être le secteur statistique, qui est le découpage statistique le plus fin, qui correspond à quelques rues ensemble. Et puis, c'est la commune, l'arrondissement, la province, la région, mais là, pour Bruxelles, c'est la même chose. Et puis, est-ce qu'il habite en Belgique ou bien est-ce qu'il habite en dehors? Alors globalement, moi je pense qu'on a une forte proximité entre le lieu où habitent les bailleurs et le logement qui est mis en location. Ben voilà, en Belgique, on a la moitié, plus de la moitié des bailleurs qui habitent dans la même commune que le logement qui est loué. À Bruxelles, c'est un peu moins quand même, mais on a quand même presque un tiers qui habitent des logements loués par un particulier, dont le particulier habite dans le même bâtiment à Bruxelles, hein. Donc, tous les pourcentages ici détaillent des logements et pas des bailleurs. Donc, s'il y a un bailleur qui possède 3 logements, il est repris 3 fois, hein. Et donc là, c'est aussi ce qui est détaillé, c'est par rapport au lieu de résidence à la base du logement. Donc, quand je dis les 29%, c'est 29% des logements qui ont un propriétaire particulier et qui sont loués à Bruxelles, ont un bailleur qui habite dans le même bâtiment. Donc, voilà, l'unité est vraiment le logement. Tous les chiffres que comptent aussi, c'est l'unité et le logement, parce que l'objectif, c'est de connaître le marché locatif, quoi. Et donc, un bailleur qui possède 100 logements, mais il compte son poids, parce qu'il a un poids important sur le marché locatif. Euh, voilà. Donc, ça, Alors, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a une priorité assez locale, en fait, pour le logement. Je ne sais pas si parce qu'Hugo ne sera pas tout à fait d'accord avec moi, mais finalement, si on prend tous les logements. Donc, j'ai pas pris Oui. Oui. Je- les 29,3%, je me suis basé uniquement sur les logements à Bruxelles qui sont loués par un bailleur particulier. Donc j'ai éliminé tout ce qui est logement social et le logement société privée parce que là, d'abord, je n'avais pas le lieu de siège social. En plus, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, comme je disais, ça peut être un actionnaire qui habite ailleurs. Logement, oui, c'est pas des logements dans le même bâtiment. Voilà, mais
par simplicité, je parle comme ça, mais c'est 29% des logements loués par un bailleur particulier qui ont un bailleur particulier qui habite le même bâtiment. Voilà. Attention à l'unité logement, c'est typiquement pour cette. Oui, mais c'est pour ça aussi, pour donc ici, la statistique qui est ici, je me suis aussi basé uniquement sur les logements loués et pas sur les logements vides, en me disant, ben, là, quand quelqu'un est domicilié dans le logement, on est sûr que c'est un logement, on n'a pas le problème avec les logements vides où on ne sait pas ce que c'est, ça pourrait être des logements qui n'existent pas, etc. Voilà. Donc là, ici, le tableau, ça reprend uniquement les logements loués. Donc j'ai éliminé les logements vides, j'ai éliminé les logements dont le propriétaire habite le bien, enfin, est un propriétaire occupant, et j'ai éliminé les logements dont le propriétaire est une société, que ce soit société de logement social, société privée. 100%, c'est quelques, je pense que c'est 30% de logements loués par un particulier de ton premier tableau. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Qui sont non. Qui sont non vides, oui, parce que les autres, je ne savais pas trop. J'ai vraiment hésité longtemps, est-ce que je mets les vides aussi, parce que ça peut être loué, mais je me suis dit, là, au moins, on est sûr que vraiment, c'est un logement qui existe vraiment et que c'est quelqu'un qui habite dedans, quoi. Et donc, c'est plutôt une propriété assez locale. On voit comme des effets frontières. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand on regarde les logements loués par des bailleurs qui habitent pas en Belgique, souvent, c'est dans les communes frontalières, en fait, de la Belgique. Donc, c'est probablement des bailleurs qui habitent juste de l'autre côté de la frontière. Alors, ici, je cite un autre chiffre, et donc c'est 98% ou 80%. Mais là, j'ai pris tous les logements, y compris les logements vides et les logements dont le propriétaire habite le logement. Donc là, c'est évident, ça monte aussi, donc on est plus élevé. Mais bon, à Bruxelles, c'est vrai qu'on est plus faible, mais il faut savoir à Bruxelles aussi que quand on regarde, en fait, Bruxelles, c'est une petite région d'un point de vue superficie, en fait. Et quand on regarde les propriétaires, en fait, qui habitent pas la région, en général, ils habitent à proximité, c'est-à-dire ils sont souvent dans le Brabant flamand ou dans le Brabant wallon, plutôt l'arrondissement de Nivelles, donc Brabant wallon, ou l'arrondissement de Haute-Vilvoorde, il y a moins l'arrondissement de Louvain. Moi, j'ai l'impression que c'est assez local aussi, parce que si on compare à d'autres indicateurs en Bruxelles, voilà, on pourrait dire à Bruxelles, il y a quand même un tiers des logements loués qu'un bailleur qui n'habite pas la région, mais si on regarde en termes d'emploi, ben, on a la moitié des emplois qui sont occupés par des non-bruxellois, par exemple. Donc là, il y a beaucoup plus d'échanges que pour le logement. Ceci dit, voilà, on a souvent l'impression que le côté local, c'est assez valorisé en disant c'est bien, c'est du local. Moi, tant du point de vue du droit des locataires, je ne suis pas sûr que ce soit mieux d'avoir son propriétaire qui habite au-dessus de chez soi que du point de vue même de la fiscalité. Est-ce qu'il faut taxer différemment si le propriétaire habite Vilvoorde ou habite Uccle? Enfin voilà, je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup. Voilà, ce qui est très important, je trouve intéressant aussi de remarquer, c'est le nombre de propriétaires qui habitent le même bâtiment. Donc on a quand même un tiers des logements loués par des privés qui habitent le même bâtiment. En termes de rénovation énergétique, je trouve ça intéressant à prendre en compte parce que voilà, eux, si leur bâtiment est rénové, ils en bénéficient aussi, quoi. Donc, ça peut être un argument aussi. Ça, c'est différent fortement entre Bruxelles et les autres régions, mais là, c'est fort lié au côté rural ou urbain. Évidemment, on a beaucoup moins d'appartements proportionnellement en Wallonie ou en Flandre qu'à Bruxelles. C'est dans les villes aussi, de manière générale, villes wallonnes ou villes flamandes, on a aussi beaucoup plus de propriétaires qui habitent le même bâtiment. Le portefeuille immobilier des bailleurs, alors on a plutôt des petits propriétaires, hein. Donc là aussi, le tableau ici se base uniquement sur les logements loués. Donc j'ai enlevé tout ce qui était logement vide, parce que il y a des erreurs dans le cadastre, etc. Donc je ne savais pas trop comment les prendre en compte, donc je les ai enlevés. J'ai enlevé les logements occupés par le propriétaire. Je me suis juste basé sur les logements mis en location. Et là aussi, on dénombre les logements. Donc ça veut dire, en Belgique, il y a 40% des logements mis en location par des propriétaire privé, dont le propriétaire privé ne met en location que ce logement-là. Voilà. C'est comme ça qu'on interprète ce tableau. Okay. Donc, on a plutôt des petits propriétaires, bon, entre guillemets petits propriétaires aussi, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres, voilà, c'est pas parce qu'on possède 2 logements, on n'est pas non plus pauvre quand même. Non mais voilà, mais donc on a quand même par exemple, à Bruxelles, on a quasiment la moitié des logements donc, du marché privé. Ici, on a du marché privé avec des bailleurs particuliers, dont le bailleur ne met en location que 1 ou 2 logements. On en a très peu qui mettent plus de 50 logements, c'est très anecdotique. Voilà. On a aussi des différences ici un peu entre Bruxelles et les autres régions, mais là c'est aussi une différence forte, aussi urbain-rural, où dans les zones plus rurales, on a vraiment très peu de moyens bailleurs ou gros bailleurs, on a quasiment que des petits, alors que dans les villes, on a un peu une mixité quand même entre les... Oui.
Non, 1% des logements loués ont un bailleur qui possède, qui met en location plus de 50 logements. C'est-à-dire qu'ici, on compte les logements, ça veut dire un bailleur qui met en location plus de 50 logements. Alors, c'est en Belgique, hein, peut-être qu'il met des logements à Bruxelles et ailleurs aussi, mais il y a probablement plus de logements à Bruxelles qui sont là. Peut-être s'il y en a 100 à Bruxelles, ben, il va être compté 100 fois, ici, le bailleur. Donc, on décompte vraiment le délogement, quoi. Oui. Je fais des cartes aussi pour les autres grandes des cartes. Pour voir si elle comprend. C'est tendance grande ville. Après, c'est souvent un peu moins marqué dans les grandes villes aussi. Après, il y a toujours c'est difficile de mesurer la taille de la ville parce qu'en Wallonie, on a des communes comme Namur où il y a la ville, mais qui comprend des villages dans la commune aussi. Voilà. Mais donc, c'est une tendance globale assez importante au niveau des zones plus urbaines. Même si c'est plus marqué quand même un petit peu plus marqué à Bruxelles, c'est vraiment une plus grosse ville aussi que. Oui. Ici, j'ai que les personnes physiques. Oui, j'ai que les personnes physiques. J'ai ventilé pour les personnes morales. Les personnes morales ont beaucoup plus des grands. Par exemple, le style logement social, c'est quasiment que plus de 50, quoi. Comme je disais, les sociétés privées qui ne sont pas à un but explicitement locatif, donc les 5,3 ici, c'est assez variable. Donc ici, je reprenais ici le chiffre. Non, ici. On en a par exemple 19%, c'est un ou deux, et 50%, c'est plus de 10. Donc là, on a un peu plus pour les sociétés, c'est plus, on a plus des grosses ici pour les sociétés, même si c'est assez variable, surtout pour les autres sociétés privées. Mais comme je disais, c'est quand même pas la majorité, hein. À Bruxelles, la plupart des logements loués ont un bail particulier, hein, 36% ici, on n'a que 5% pour les autres sociétés privées. Les sociétés explicitement immobilières, on a 0,7%. Donc, on va devoir avancer. Pardon, on va devoir avancer un petit peu. En Ouais. fait, on a prévu après Ah l'intervention. oui, c'est ça. Ok, oui. À un moment, justement, on pourrait Je vais- peut-être poser des questions d'éclaircissement, des précisions sur Voilà. les deux présentations, parce qu'il reste va. 6-7 minutes. Ok, ça va, je vais avancer. Sans parler trop vite. Donc voilà, ça c'était un peu le. Donc on a plutôt des petits propriétaires. Alors bon, aussi ici souvent on dit que les petits, parfois on a une vision positive du petit propriétaire. Peut-être qu'aussi comme ici les petits propriétaires, peut-être qu'il connaît aussi moins les règles juridiques aussi peut-être parce que c'est pas son activité principale. On le verra par après aussi. Et aussi peut-être, moi c'était une collègue qui m'avait dit que dans les recherches qualitatives, elle avait eu l'impression de ça que les petits propriétaires parfois ont aussi moins envie de prendre des risques et donc peut-être vont plus discriminer à la location parce que si le locataire ne paye pas, ils ne peuvent pas diviser les risques entre plusieurs locataires. Donc je ne suis pas sûr non plus que ce soit nécessairement très positif. C'est comme pour le local, il ne faut pas trop idéaliser pour ces questions-ci. Donc c'est des petits bailleurs, je disais à Bruxelles et en Wallonie. À Bruxelles, c'est un peu moins fort quand même, mais on a quand même beaucoup de petits bailleurs. Il y a une diversité aussi quand même, donc même s'il y a beaucoup de petits bailleurs, il y a quand même une situation assez différente, hein. Il y en a quand même à Bruxelles, il y a un logement sur quatre qui est loué par un bailleur qui loue au moins 5 logements. Euh, alors aussi, les bailleurs constituent un groupe social non négligeable. Donc si on prend la mesure du point de vue inverse, on regarde dans les ménages. En Belgique, on a 12,5% des ménages qui sont bailleurs. Et à Bruxelles, on a même 15% des ménages qui sont bailleurs. Ça fait presque un ménage sur 6, donc ce n'est pas un groupe social très petit. Et alors aussi, la majorité des ménages bailleurs sont aussi propriétaires de leur logement. Donc voilà, 86% des ménages bailleurs possèdent son propre logement. Donc ce n'est pas des gens qui louent et qui sont bailleurs en même temps. Alors, en termes de profil d'âge, parfois on dit ben, les bailleurs, c'est des pensionnés, c'est des personnes âgées, etc. Ici, mais on voit que c'est évidemment plus âgé que la moyenne de la population. On n'a pas très peu d'enfants qui sont bailleurs, ça c'est un peu évident, mais quand même. Mais on n'a pas beaucoup non plus de personnes vraiment seniors, puisque en termes de quartile, c'est-à-dire qu'il y a un quart des bailleurs qui ont moins de 45 ans seulement, la moitié a moins de 56 ans, et seulement un quart a plus de 68 ans. Donc le côté bailleur pensionné, ça représente qu'un quart des bailleurs, donc c'est pas la majorité non plus. Il y a un côté, une inégalité de genre assez importante, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes bailleurs que de femmes. Mais ça, c'est compliqué aussi à mesurer, parce que je n'ai pas d'infos sur les contrats de mariage, il pourrait y avoir des biais à ce niveau-là. Et alors, en termes de statut professionnel, on n'a pas une majorité, mais on a une surreprésentation d'indépendants et de chefs d'entreprise. Par rapport à la population de même âge, si on compare la population qui a le même âge que les bailleurs, on a, par exemple, 10% des bailleurs qui sont chefs d'entreprise, alors que la population de ménage, c'est que 2,4%. Et pour les indépendants, on a 13% de bailleurs, alors qu'on n'a que 6% d'indépendants dans la population de même âge. Alors, des questions sur le revenu, ça c'est intéressant aussi de voir.
Ici, il y a deux courbes qui montrent le revenu du ménage chaque fois. Alors, en noir, c'est le revenu des bailleurs, donc c'est pour Bruxelles ici. Enfin, là, c'est le revenu annuel. Hein, donc, et en rouge, c'est le revenu de la population qui a le même âge. Donc, on a contrôlé l'âge de la population de Bruxelles, mais pour reprendre l'âge des bailleurs, parce qu'il y a une différence forte au niveau de l'âge, puisqu'il y a peu d'enfants qui sont bailleurs. Et là, on a quasiment la même chose en termes de revenus. Alors, attention, c'est le revenu du travail de la sécurité sociale, c'est le revenu qui ne comprend pas les loyers. Donc, c'est avant les loyers. Donc, ça, c'est très important. Si vous rajoutez les loyers, évidemment, vous aurez un truc très différent. Mais donc, il y a bien une sorte d'indépendance. Alors, peut-être que c'est une hypothèse qui veut dire, mais finalement, les gens qui sont bailleurs, c'est pas lié à leurs revenus, c'est lié au fait qu'ils ont hérité peut-être de leur logement. C'est peut-être ça qui explique. Et finalement, en termes de situation sur le marché du travail, c'est la même situation que les autres. Euh, voilà. Par contre, si on compare ici, donc j'ai repris la même courbe noire. J'ai plus mis la rouge, j'ai mis ici en la verte, ça c'est l'ensemble de la population et pas contrôlée par âge de Bruxelles. Et puis j'ai mis les locataires. Et là, on voit que les locataires sont aussi beaucoup plus pauvres que les bailleurs. Donc là, les locataires sont spécifiquement pauvres. Autant on peut dire que sans compter les loyers, les bailleurs ont un profil assez proche de la population générale. Mais les locataires, même sans compter ce qu'ils doivent payer au niveau de loyer, sont beaucoup plus pauvres. Mais une des explications, et c'est ça que je vous montre ici, un autre revenu, là c'est le revenu, on prend en compte la taille du ménage, selon des conventions internationales, c'est le revenu équivalent. En fait, les locataires sont aussi beaucoup plus des petits ménages. Il y a beaucoup d'isolés qui sont locataires ou de familles monoparentales. Et donc, ils sont des revenus plus faibles, mais ils sont aussi moins nombreux. Mais ça n'explique pas tout, parce que même si on prend en compte la taille du ménage, ils sont quand même beaucoup plus pauvres que les bailleurs. Donc là, voilà, c'est peut-être ce qu'on peut retenir, c'est si on ne prend pas en compte les loyers, les revenus des bailleurs sont presque identiques à ceux de la population de même âge. Les revenus locatif, alors je les interprétais alors plus comme un supplément et non comme un complément. Parfois, on dit ben, les bailleurs, en fait, ils ont besoin de leur loyer. C'est des anciens indépendants dont la pension est très faible parce que les pensions d'indépendants sont très faibles et ça leur permet voilà, d'avoir une pension correcte, etc. Ben, en fait, c'est un truc qu'ils ont en plus. C'est pas un truc qui remplace un autre revenu, puisqu'ils, sans compter ça, ils ont d'autres revenus. Ils ont des pensions, ils ont des salaires, ils ont des revenus d'activité indépendante qui sont similaires à ceux du reste de la population. Et donc, je préfère parler de supplément ou de bonus plutôt que de complément. C'est intéressant d'un point de vue fiscal, je trouve. Et les locataires, eux, sont beaucoup plus pauvres. Alors, si on compare les revenus avant le versement des loyers, donc vraiment avant, ben, on a la moitié à peu près des locataires qui gagnent la moitié moins que ce que gagne le bailleur, quoi, au niveau du ménage. Donc, il y a quand même un effet là de taille du ménage qui joue, mais quand même, je trouve aussi que c'est quand même assez important de se dire, voilà, ben, c'est un transfert qui est finalement assez régressif, puisque le fait de verser le loyer accroît les inégalités, puisque c'est des pauvres qui donnent à des gens qui ont des revenus variables, mais pas pauvres, pas nécessairement. Alors, en termes de conclusion, voilà, moi je voulais conclure, ben, le bailleur, c'est plutôt pour moi, si on doit définir c'est quoi les bailleurs, c'est une classe moyenne plutôt supérieure. Alors, moi, ça contredit deux préjugés qu'on a parfois sur les bailleurs. Parfois, on a un peu l'idée que les bailleurs, c'est une petite élite très aisée, que c'est par exemple les 1% les plus riches qui possèdent le parc du logement bruxellois, que ce sont des sociétés multinationales qui possèdent le parc. Mais très clairement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les 1% les plus riches. On a 15% des ménages bruxellois qui mettent en location un logement. Donc, ce n'est pas une petite élite très aisée. Ceci dit, le préjugé inverse, qui parfois est repris, par exemple, par le syndicat des propriétaires, parfois c'est ce qu'ils disent, qui dit que les bailleurs sont pauvres, qu'ils ont besoin de leur loyer pour vivre dignement. Mais ça, c'est pas faux, c'est tout à fait faux aussi, parce qu'en fait, ils ont une pension, ils ont un revenu professionnel comme les autres personnes, et même légèrement plus élevé. Là, ça c'est faux aussi. Quand on parle, voilà, le bailleur, c'est une classe moyenne sociale, une classe moyenne supérieure. Moi, j'ai envie de dire, ben, classe moyenne supérieure. Faut pas oublier que la classe moyenne supérieure, c'est quand même une classe supérieure aussi. C'est peut-être pas la classe très riche, mais en termes d'analyse, je pense que c'est intéressant de ne pas oublier ça. Alors, intéressant aussi en termes de compréhension du marché locatif, ben, c'est l'activité locative, elle est annexe. Donc, ce que je disais, peut-être qu'ils sont pas, ils suivent peut-être pas toute la législation, ça je ne sais pas, mais c'est juste que c'est pas des professionnels de l'immobilier en fait qui sont bailleurs, c'est des gens qui ont une autre profession ou qui ont une pension s'ils sont pensionnés. Et donc ça c'est intéressant peut-être aussi en fonctionnement du marché locatif de savoir que c'est pas des gens dont c'est l'activité. Moi j'avais utilisé peut-être le terme d'amateur à un moment, je sais pas si c'est un bon terme ou pas, mais c'est en tout cas pas par leur activité principale. Alors, ce que je voulais aussi terminer, parce qu'on parlait de la fiscalité, c'est que, mais en fait, c'est pas non plus homogène. Donc, je dis que c'est une classe moyenne supérieure. On voit que tant du niveau des revenus, il y a des revenus très différents pour les bailleurs, hein, puisqu'il y en a qui gagnent vraiment plus de 100 000 euros sans tenir compte de leur loyer, il y en a qui gagnent beaucoup moins. Et tant que, aussi du point de vue du patrimoine, même si on peut dire c'est plutôt, il y en a, la majorité du parc est
possédés par des bailleurs qui possèdent 1, 2 ou 3 logements. Mais en réalité, il y en a aussi qui possèdent plus de 10 logements. Et plus de 10 logements, c'est quand même voilà, vraiment pas rien en termes de patrimoine. Donc, en fait, j'ai compris. Et donc, la conclusion que j'en tirais, c'était de se dire, voilà, l'intérêt est peut-être d'avoir, si on a une fiscalité au niveau plus poussé, au niveau du patrimoine immobilier, des loyers, etc., c'est intéressant d'avoir une fiscalité qui est progressive, où finalement, de ne pas taxer de la même manière celui qui possède 10 logements que celui qui en possède un, que ce soit sur le patrimoine ou sur les loyers. Voilà.